Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui et durant cette semaine, nous allons avoir un focus sur les problèmes juridiques liés au contrat intelligent. Je m'appelle Jourou Christian et si c'est la première fois que vous me voyez, je suis formateur, coach et consultant juridique en blockchain et contrat intelligent. Aujourd'hui donc nous allons parler des problèmes juridiques autour du contrat intelligent. Il y a quelques temps, j'avais fait quelques vidéos m'exprimant sur le sujet du contrat intelligent, notamment de sa validité légale par rapport aux différents systèmes juridiques romains versus anglo-saxons. Aujourd'hui, nous allons encore aller un peu plus profondément pour comprendre réellement quels enjeux se cachent derrière le terme de contrat intelligent. Alors, d'entrée de jeu, il faut prendre conscience que, en réalité, les contrats intelligents sont avant tout considérés comme des blocs de code qui respectent une structure conditionnelle, donc si, alors, et qui, en fait, sont considérés par certains experts comme étant une structure de langage largement utilisée dans la communauté informatique, et plus particulièrement par les programmeurs, etc. Alors, l'importance du contrat intelligent, ou bien l'apparition de son rôle est en lien fortement avec la blockchain et plus spécifiquement la blockchain Ethereum dans la mesure où ils permettent d'écrire un ensemble de conditions dont le but final est de permettre un déploiement, une transaction de données ou de valeurs dans la blockchain. Ici, nous parlons plus spécifiquement de la blockchain Ethereum. Alors, l'avis général, c'est que d'une façon générale, en réalité, un contrat intelligent, c'est un bout de code sans grande valeur juridique. Cependant, vu que nous progressons dans l'utilisation du cyberespace et qu'il devient très stratégique pour les États, beaucoup commencent à considérer qu'en réalité, le contrat intelligent doit désormais avoir une nature juridique valide afin de fluidifier les transactions, les échanges dans le cyberespace. Et donc, prenons un exemple. Lorsque j'utilise, par exemple, Pixura pour certifier une œuvre d'art et qu'ensuite je transfère cette œuvre d'art vers un nouveau propriétaire, il y a eu un échange de propriété de A, moi, vers B, le nouveau propriétaire. Dans ce genre de situation, vont alors se poser plusieurs questions réglementaires et juridiques qui vont, au fur et à mesure, nous amener à nous poser la question s'il n'est pas aujourd'hui nécessaire de repenser le cadre juridique global. Alors, je ne vous cache pas que le terme contrat intelligent en lui-même est synonyme de bataille sémantique. Il y a une partie de la communauté juridique qui considère le contrat intelligent comme tout simplement, comme je l'ai dit depuis le début, un bout de code. Et il y a une autre partie qui considère que le contrat intelligent, c'est en réalité plus qu'un bout de code, mais plutôt une transaction ayant une valeur juridique qui, lorsqu'il est déployé sur un registre distribué et décentralisé, évite toute forme de manipulation ou de modification. Alors, dans la vidéo récente dont je parlais tout à l'heure, j'ai amplement parlé de Nick Szabo, qui est l'un des pionniers du terme contrat intelligent. Et voici comment il définit le contrat intelligent. Comme une partie de plus en plus importante de la communauté juridique le pense, en réalité, on peut considérer le contrat intelligent comme une mise en œuvre ou une consolidation des termes légaux d'un contrat sémantique. En d'autres termes, ce sont des protocoles de transactions informatisées exécutant des clauses contractuelles. Je tiens à souligner et à rappeler que Nick Szabo, en réalité, n'est pas tout simplement un cryptographe, donc un informaticien, mais également un juriste. Certains se basent sur une de ses déclarations dans laquelle il affirmait qu'en réalité, le contrat intelligent n'est qu'un bloc de code. L'autre personnalité de la blockchain, Vitalik Buterin, qui a introduit le terme contrat intelligent, déclarait, selon certains toujours, que les contrats intelligents n'auraient pas dû être appelés comme tels, mais plutôt auraient dû s'appeler des scripts persistants. En réalité, quand on se penche sur l'analyse d'un contrat intelligent, on peut mettre en exergue une double nature. Le contrat peut jouer le rôle
d'un contrat légal suivant un certain type de configuration ou d'utilisation, ou alors avoir pour seconde nature un bloc de code permettant d'arriver à un but, une finalité. Un double exemple. Aujourd'hui et de plus en plus, nous entendons parler de la finance décentralisée. Or, pour faire une transaction financière, il y a forcément des éléments juridiques qui doivent s'appliquer. Exemple, la lutte contre le blanchiment d'argent. Eh bien, toute transaction sur une blockchain peut être suivie et retracée suivant la blockchain. Par exemple, sur Ethereum, c'est une possibilité qui peut être faite et qui permettrait aux services compétents de s'assurer que la transaction qui est faite vient de valeurs propres et non liées à un crime. Dans ce cas précis, le contrat intelligent ayant servi à transférer ces valeurs-là ou bien cette valeur-là peut avoir en lui-même une valeur juridique. Lorsque l'État impose au secteur privé de la blockchain de mettre en place des solutions de KYC permettant de vérifier l'identité de l'utilisateur, c'est une façon d'implémenter et de consolider la loi sur toujours la lutte contre le blanchiment d'argent. Et le fameux KYC utilisé, bien sûr, est un contrat intelligent. Son alter ego peut être appelé EIDAS. Maintenant, le deuxième grand exemple. Partout où vous allez aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir vous acheter automatiquement une boisson, un morceau de pain, des biscuits, etc. Ceci est une autre façon d'utiliser un code dans les distributeurs automatiques. Et ceci peut être justement fait à partir d'un contrat intelligent également. L'autre particularité qui renforce le terme de contrat intelligent, c'est le fait que lorsque je fais une transaction sur la blockchain Ethereum ou bien sur la blockchain Bitcoin ou toute autre blockchain décentralisée et publique, eh bien, il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment les questions liées à la nature des données que je déploie dans la blockchain. Sont-elles à caractère privé ou non? Est-ce que les acteurs qui participent à la validation des transactions respectent le RGPD? Autre question. Et donc on se rend compte que la décentralisation et le fait de ne pas pouvoir falsifier, modifier, supprimer une donnée contenue dans la blockchain publique et décentralisée, comme Bitcoin, Ethereum, Tezos, etc., font qu'aujourd'hui, de nombreuses inquiétudes sont soulevées, et notamment des inquiétudes juridiques. Et pour enfoncer le clou, nous avons une partie de la communauté qui estime que le contrat intelligent, en réalité, ne devrait pas s'appeler contrat intelligent dans la mesure où il n'est pas du tout classé dans la famille technologique des algorithmes dits d'intelligence artificielle. Et donc, on se rend compte que les universitaires ont finalement réussi à classer en au moins deux natures différentes le contrat intelligent. Ceux qui pensent que le contrat intelligent, c'est tout simplement un ensemble de codes, un bloc de code qui permet de renforcer le contrat sémantique, ça c'est un, et les deuxièmes qui pensent que le contrat intelligent en lui-même est un contrat à part entière qui permet d'appliquer ou de faire appliquer la loi et donc de conclure et d'exécuter de manière intelligente tous les droits et obligations contenus dans un contrat sémantique. Et donc, à l'heure où je vous parle, en août 2020, la plupart des contrats qui sont utilisés sur pratiquement toutes les blockchains sont plutôt de la première nature. Ça veut dire qu'ils sont là pour renforcer la nature, le contrat sémantique. Mais n'allons pas vite en besogne parce qu'il y a de plus en plus de nouvelles plateformes qui proposent directement de rédiger des contrats sémantiques intelligents qui ont la seconde nature, donc qui vont s'exécuter et s'auto-conclure directement. Parlons un peu d'avantages et d'inconvénients qu'on peut avoir avec les contrats intelligents. Le premier avantage d'un contrat intelligent, eh bien, c'est qu'il permet d'apporter le droit de façon intuitive à tout le monde, donc de le démocratiser. Et donc cela fera que les populations qui sont dans l'incapacité d'accéder rapidement au service d'un avocat, d'un juriste spécialisé, peuvent avoir recours directement à un contrat intelligent et avoir le même degré de protection qu'une personne ayant les moyens de se procurer un juriste ou un avocat. Ça, c'est un premier point positif apporté par le contrat intelligent. La conséquence de cette démocratisation est le fait de pouvoir automatiser
l'exécution des conditions et donc des obligations et des droits contenus dans un contrat intelligent, indépendamment du fait qu'il y ait un tiers qui soit là pour consolider la transaction ou bien veiller à son exécution. Donc, dans la plupart des cas, avec la blockchain Ethereum, il sera plus plaisant, plus facile de pouvoir avoir recours à cette blockchain pour cette transaction et s'assurer que derrière, l'entreprise, derrière le contrat intelligent, a bien pris la peine de, par exemple, certifier son contrat intelligent pour qu'il puisse avoir une valeur intrinsèquement juridique.